En Algérie, des partis et associations liés au Irak veulent fédérer les mouvements de contestation. Dans ce cadre, une rencontre s'est tenue samedi. Nouveau heurt samedi au Liban entre protestataires et forces de l'ordre. C'était au 100e jour d'une contestation inédite contre le pouvoir. Au Cameroun, la campagne électorale pour les législatives et municipales officiellement lancée, entre autres une vingtaine de partis à l'assaut des 180 sièges du Parlement. Au moins 20 personnes ont été blessées dans les deux camps, forces de l'ordre et manifestants, dont 18 ont été soignés sur place d'après le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise. En effet, plusieurs marches pacifiques ont été organisées dans plusieurs rues de la capitale, Beyrouth, avant que le mouvement ne dérape après l'arrivée des manifestants au centre de la ville. Les manifestants ont entre autres lancé des pierres et des pétards sur la police anti-émeute qui a répliqué par des tirs de canon à eau et de gaz lacrymogène. La nouvelle ministre de la Justice a déploré la violence et les destructions organisées par les manifestants. Le Liban s'est finalement doté mardi d'un nouveau cabinet, près de 3 mois après la démission sous la pression de la rue de l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Mais la nouvelle équipe est affiliée, comme les précédentes, à des partis politiques que la rue conspue. Les contestataires réclament depuis le 17 octobre une refonte du système politique et le départ de l'ensemble de la classe dirigeante. Le point de départ de ce changement réside, selon les manifestants, dans la formation d'un cabinet réduit et transitoire composé de spécialistes indépendants du sérail politique au pouvoir depuis la fin de la guerre civile. Cette grave crise politique s'est accompagnée ces derniers mois d'une détérioration de la situation économique et une dépréciation de la monnaie nationale sur le marché parallèle. Regroupée au sein du Pacte pour l'alternative démocratique, cette coalition anti-régime a organisé des assises pour l'alternative démocratique pour discuter de l'avenir du Irak après la présidentielle du 12 décembre qui a abouti à l'élection d'un nouveau chef d'État, Abdelmadjid Tebboune. Le Creuset s'est constitué après la démission en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika. Objectif, élaborer un cadre au changement du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962, notamment via la mise sur pied d'institutions de transition. Dans une plateforme pour l'aboutissement démocratique de la révolution citoyenne, adoptée à la fin des travaux, les participants exigent l'organisation d'une période de transition démocratique à même de satisfaire les aspirations légitimes du peuple algérien. Pour ce faire, les forces du Pacte pour une alternative démocratique œuvrent à la tenue d'une conférence nationale indépendante du système soumis la plateforme. Celle-ci rassemblera toutes les forces agissantes de la société qui refusent le coup de force du 12 décembre et le processus de restauration de l'autoritarisme, détaille le document. En réponse à la vague de protestation, Abdelmadjid Tebboune, le nouveau président âgé de 74 ans, dit vouloir encourager le dialogue. Mais le mouvement ne faiblit pas et chaque manifestation est émaillée de violence. Déclenché le 22 février 2019, le Irak a lancé le processus d'un état de droit pour fermer définitivement la page du régime Bouteflika. Cessez-le-feu précaire en Libye. La mission des Nations Unies dans le pays, la MANOUL, regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes, objet de la résolution de 1970 et 2011 au Conseil de sécurité. Ce, malgré les engagements des pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier.
Parmi les principaux engagements pris par les participants lors de cette conférence internationale figurait la fin de la livraison d'armes aux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union nationale à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. À Berlin, les parties présentes, dont la Turquie, s'étaient également engagées à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible d'exacerber le conflit, tel le financement des capacités militaires ou le recrutement de mercenaires. Le maréchal Haftar, qui est de son côté notamment soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte, a lancé le 4 avril une offensive sur la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier à l'initiative de Moscou et Ankara. Malgré les accusations réciproques et quelques combats recensés, celui-ci est globalement respecté selon l'ONU, ce qui offre un répit bienvenu pour les habitants de la capitale. Rappelons que la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Les partis camerounais participant aux législatives et municipales qui auront lieu le 9 février prochain ont officiellement ouvert leur campagne samedi. Malgré les violences liées à la crise indépendantiste anglophone dans l'Ouest et aux attaques djihadistes dans le Nord, le parti de la majorité présidentielle, le RDPC, et le principal parti d'opposition à l'Assemblée nationale, le SDF, ont organisé des événements à travers le pays. À Douala, la capitale économique, le lancement de la campagne a connu quelques soubresauts entre ces deux formations rivales. Il faut déjà savoir que la campagne s'ouvre dans un climat malsain, entretenu par le maire sortant, qui a détruit ou alors qui a envoyé ses sbires et ses gros bras détruire les affiches du SDF à la mairie pour remplacer avec ses propres affiches. C'est le lieu ici de rappeler au maire sortant que la mairie n'est pas sa propriété privée. Tous les candidats ont le droit d'afficher à la mairie. Et je pense que nous avons pris la décision d'aller recoller ces affiches. Et s'ils s'obstinent dans ce comportement irresponsable, nous nous verrons dans l'obligation de réagir aussi de façon violente. L'un des enjeux de ces élections reste le taux de participation, alors que le risque d'une forte abstention plane au moment où le parti MRC de Maurice Kamto bat campagne pour le boycott. Nous avons fait la prison et nous avons vu qu'après cette prison, malgré ce sacrifice que les jeunes ont fait, que nos parents ont fait, pratiquement 10 mois dans les géoles à Konengi, à Niebel, à Konsamba, le gouvernement s'obstine à rester sur ses positions et à ne pas écouter le peuple. On estime que le boycott était aujourd'hui le seul moyen pour se faire entendre. Vous voyez que ceux qui appellent au boycott sont de l'autre côté de l'histoire. Mais ce sont des Camerounais. Nous ferons en sorte d'expliquer ces enjeux à d'autres Camerounais pour que même ceux qui appellent au boycott puissent vivre dans un pays en paix, dans un pays véritablement où des institutions fonctionnent. D'autres partis de l'opposition ou de la majorité présidentielle sont en lice pour gagner une partie des 180 sièges de l'Assemblée nationale ou contrôler l'une des 360 communes que compte le pays. L'autre enjeu, c'est l'enjeu de la fraude. Et le message est clair. Nous sommes venus dire aux habitants de la deuxième de se lever et de se préparer. Et de défendre leur vote par tous les moyens. Donc, si quelqu'un ou quelqu'une s'amuse à vouloir frauder, il va trouver sur son chemin les habitants de Douala deuxième. Voilà le message que nous sommes venus passer ce soir. Organisés dans un contexte de crise, les deux scrutins auraient dû se tenir en 2018, mais ils ont été repoussés à 2 reprises. En tant que Camerounais, avec le problème du sud-ouest et nord-ouest, il fallait qu'on gère d'abord ça avant d'aller aux élections. Parce qu'aller aux élections avec le forcing, c'est pas aussi bien. Aller dire que c'est pas forcé par tous les moyens, il y aura élection, c'est pas aussi bien, il faut aller dans la paix. Il faut dire que malgré le début officiel de la campagne, la liste définitive des candidats aux législatives et aux municipales n'a pas encore été publiée. Un personnel sanitaire paré de gants et de masques accueille désormais les voyageurs à leur descente d'avion à l'aéroport international de Lagos.
Depuis quelques jours, un poste de contrôle de température corporelle est érigé ici face au nouveau virus qui a commencé à se répandre dans le reste du monde depuis la métropole chinoise de Wuhan. Actuellement, le rapport indique qu'il se trouve dans une partie de la Chine, donc pas dans toute l'Asie. Mais comme nous le savons, en raison des voyages internationaux et de la mobilité des personnes, la probabilité que ça se propage est très élevée. Actuellement, elle a été signalée dans d'autres parties de l'Asie, mais j'arrive de Malaisie, il n'y est pas pour le moment. Le virus, de la même famille que le syndrome respiratoire aigu sévère, a effectivement gagné plusieurs pays d'Asie et même les États-Unis où quelques cas ont été recensés. Ce virus a été repéré en décembre sur un marché de gros de produits de la mer à Wuhan. On ignore encore son origine exacte, mais sa période d'incubation serait d'environ 14 jours. C'est une infection virale et elle peut se propager partout. Mais si nous pouvons vaincre Ebola, nous pouvons vaincre n'importe quoi. Peu importe combien le virus est mortel. Avec notre esprit nigérian, nous pouvons vaincre le virus. Les contrôles de température corporelle se sont généralisés dans plusieurs aéroports d'Asie, du pourtour du Pacifique, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Italie et maintenant au Nigeria. Entre février 2019 et janvier 2020, 53 personnes ont été tuées par la rougeole en Centrafrique. Selon un communiqué du ministre de la Santé, le pays a enregistré sur la même période 3653 cas de la maladie. Le ministre a également noté une recrudescence des cas dans les foyers où une riposte avait été organisée et une proportion importante des cas pour les enfants âgés de 6 mois à 10 ans. Un constat jugé alarmant par le ministre de la Santé Pierre Somsé qui a appelé à l'organisation de campagnes de masse ciblant les enfants de cette tranche d'âge. Pour lui, la vaccination est la seule mesure de santé publique pouvant mettre fin à l'épidémie de rougeole. La Centrafrique, pays ravagé par un conflit depuis la chute du président François Bozizé en 2013, est régulièrement touché par des épisodes de rougeole au cours de la saison sèche qui dure du mois de décembre au mois d'avril. La République démocratique du Congo voisine est également frappée par une épidémie de rougeole qui a tué plus de 6000 personnes en un an, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Début janvier, l'OMS avait désigné l'épidémie de rougeole sévissant en RDC comme la pire au monde. Nous condamnons l'accusé Gonçalo Sakala Gonga, selon l'article 349 du Code pénal, à 16 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de kwanza pour homicide volontaire. Le tueur de Juliana Kafrik, 38 ans et mère de 3 enfants, est fixé sur son sort. Ce policier qui a abattu en mars 2019 la jeune dame qui résista à une descente de police sur un marché informel de Luanda n'entend pas pour autant se résigner. Suite à cette condamnation, nous aimerions vous informer que la défense fait appel. Pour la famille de la victime, cette condamnation n'est pas satisfaisante. Cette décision ne me satisfait pas. 16 ans, je pense que c'est trop peu pour ça. Dans 16 ans, il pourra retrouver ses enfants, mais Juliana ne reviendra plus. En Angola, les responsables de la sécurité sont rarement poursuivis. Dans ce pays, le système judiciaire est accusé d'être lent et embourbé dans la corruption.